Bon, on fait une petite méditation pour reprendre. On se concentre quelques instants sur le souffle, sur la respiration. On laisse passer les pensées liées au futur, au passé ou même au présent. On reste simplement attentif aux sensations et au mouvement de la respiration. Maintenant, essayez de vous concentrer sur votre esprit, cette espèce d'espace infini, immatériel, que parcourent les pensées, que traversent les pensées. Essayez de le sentir, de visualiser, de l'imaginer comme vous voulez. Donc, dès qu'on pense à l'esprit, dès qu'on essaie de se représenter l'esprit, ça devient très vaste dans notre esprit. Il n'y a pas de limite. Ça ne se limite pas au sommet de notre tête, ou à la joue droite, ou à la joue gauche, ou au menton, ou à notre corps. C'est l'espace. C'est l'immense. Et en même temps qu'on a conscience de cette immensité de l'esprit, de ce caractère illimité, sans limite, on perçoit aussi en même temps une grande clarté. Donc essayez de vous relier à cette clarté qui est la nature de votre esprit, clarté, vacuité, et aussi à sa fonction de l'esprit, qui est de connaître. Grâce à l'esprit, on peut tout connaître. Donc on prend ainsi conscience qu'on est doté de quelque chose de vraiment incroyable, de vraiment merveilleux. Quelque chose qui est illimité, quelque chose qui est spacieux, quelque chose qui connaît en plus. Qui connaît et qui expérimente les choses. Sans esprit, il n'y a pas d'expérience. Donc notre esprit, ça peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Il vaut mieux faire en sorte qu'il soit notre meilleur ami. Essayez de ressentir aussi qu'il n'y a pas une grande différence finalement au niveau de sa nature entre la nature de notre esprit et la nature de l'esprit d'un Bouddha. Que c'est simplement un potentiel qui soit complètement développé, complètement évolué, soit qui est en cours d'évolution. Mais de par sa nature, de par son essence, c'est la même chose.
Essayer de prendre refuge justement dans cette nature de l'esprit, cette nature de Bouddha. Maintenant, vous allez penser à tout ce qui compose votre vie, tous les éléments qui font partie de votre vie, que ce soit des êtres animés, des gens, des personnes, ou au contraire des choses inanimées, des objets, des occupations, des activités, du travail. Essayez de penser à votre vie de tous les jours, de quoi elle est constituée, comment elle se compose, comment est-elle faite, de quoi est-elle faite. Et en pensant à ces choses-là, ou ces personnes-là, demandez-vous si elles ont le pouvoir de vous libérer. Si elles ont le pouvoir de vous amener à l'éveil. Et si vous trouvez qu'elles n'ont pas ce pouvoir, demandez-vous pourquoi elles n'ont pas ce pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas ce pouvoir de vous libérer et de vous rendre parfaitement heureux? Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas éliminer toutes vos souffrances? Qu'est-ce qui leur manque? C'est de ressentir que ces choses, ces personnes sont aussi imparfaites, tout aussi imparfaites que nous. Et donc que ces choses extérieures n'ont pas la capacité de vraiment nous satisfaire. Et donc ça élimine automatiquement toutes les attentes irréalistes que l'on pourrait avoir sur ces choses ou sur ces personnes. Pensez que seul quelqu'un ou quelque chose qui est libre est capable d'en libérer un autre. Seul un être parfait est capable d'emmener un autre à la perfection.
Et penser que c'est là justement l'objectif et la fonction des 3 joyaux du refuge. De nous amener à la perfection, de nous libérer, de nous rendre parfaitement heureux. Donc on revient à l'enseignement. Donc oui, par rapport à la psychologie, j'essaye pas de, je veux pas, pensez pas que que je veux dénigrer les psychologues ou les théories psychologiques. Hein. Je pense que elles ont tout à fait leur rôle et leur fonction dans la société actuelle et aident beaucoup de gens à aller mieux. Hein. C'est tout à fait indéniable. Donc mais elles ne sont pas parfaites. Voilà, c'est juste ce que je veux qu'on prenne confiance de ça, de ces imperfections, de ne pas mettre sur ces choses-là des attentes d'une perfection. Parce que si nous voulons vraiment la perfection, ben, il faut nous tourner vers quelque chose de parfait, hein, vers un refuge, vers une méthode. On a dit une méthode parfaite. Et cette méthode parfaite, elle ne peut venir que d'un esprit qui est parfait. Hein. Donc là, on a les deux aspects fondamentaux du refuge, donc le Bouddha et le Dharma. C'est logique, hein, n'est-ce pas? S'il y a une méthode parfaite qui existe, elle ne peut venir que d'un esprit parfait. Donc ça donne confiance dans le Bouddha, si vous voulez. Quand on voit sa méthode, si on voit que plus on applique cette méthode, plus qu'il n'y a pas de faille, qu'elle est parfaite, automatiquement, ça donne de la confiance dans celui qui a enseigné cette méthode. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit parfait. C'est possible d'avoir un esprit parfait. Sangye en tibétain. Sangye, ça veut dire justement ça. Un esprit parfait, un esprit libre de tous les défauts, un esprit qui possède toutes les qualités, tout le positif. Ou le positif, c'est complètement développé. Sang, ça veut dire donc éliminer les défauts, purifier les défauts. Et gye veut dire les épanouir. Toutes les qualités sont pleinement épanouies. Bon. Alors, est-ce que ça existe, un esprit de Bouddha? Parce que toutes les présentations que nous donnent nos maîtres, quand ils parlent du refuge, partent de ce prémisse, en fait, de l'existence d'un esprit parfait. On peut être sceptique. Est-ce que ça, pour nous, on n'a jamais trouvé la perfection. On la cherche depuis tout le temps et on ne la trouve pas. Donc on peut se demander si ça existe, s'il existe un esprit parfait. Est-ce que nous devons finalement accepter ça aveuglément? Qu'il y a un esprit parfait qui existe, c'est l'esprit du Bouddha, il est parfait. Alors que le Bouddha lui-même nous demande de ne rien accepter comme tel, hein, de tout mettre en doute. Enfin, de mettre en doute, dans un sens positif, bien sûr. C'est-à-dire de bien examiner, de réfléchir, de méditer,
d'analyser avant d'accepter quoi que ce soit. Hein. Ça fait partie de la méthode du Bouddha. Hein. De ne rien accepter simplement par amour pour lui ou par respect pour lui, mais de l'examiner et voir quel effet ça a sur nous, si ça s'applique, si ça ne s'applique pas, voilà, si c'est bénéfique. Voilà, hein. Le Bouddha vraiment nous a demandé de ne pas tout accepter aveuglément, mais de l'analyser. Alors, analysons. Analysons. Oui, Eric, vas-y. Tu vas mener l'analyse, je sens. Non, je voulais juste dire, dans la société occidentale, Ouais. il est quand même établi que le cerveau humain est utilisé à un très faible pourcentage de ses capacités. Ouais. Donc on peut imaginer déjà qu'on peut aller beaucoup plus loin, vers une perfection peut-être. Et que l'esprit, c'est déjà beaucoup plus que le cerveau aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, on va analyser ça. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'on n'est pas les premiers à analyser ça. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui, le 24 juin 2023, que voilà, on est les premiers à se poser cette question, est-ce que l'esprit du Bouddha existe? Hein, il y a des générations de pratiquants, de logiciens, de philosophes, bien avant nous, qui se sont posés cette question, des philosophes bouddhistes ou pas, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un esprit parfait? Hein, si vous lisez Blaise Pascal, il se posait aussi cette question. Est-ce que Dieu existe? Hein? Est-ce qu'il y a un esprit parfait? Donc c'est très intéressant comme question. Et si on arrive vraiment le Dalai Lama insiste beaucoup pour que la foi vienne par la confiance, la foi vienne par le raisonnement, hein, et pas aveuglément, comme ça, en disant plus je vais me mettre à prier, plus je vais croire. Hein. Ça, pour le Lama, c'est pas l'attitude, c'est pas la méthode qu'il faut faire. La méthode, c'est une méthode analytique, c'est mettre en place les arguments, les raisonnements, pour qu'une vraie confiance, une vraie foi, pas une foi aveugle, s'élève en nous. Et pourquoi? Parce que ça c'est stable. Si c'est fondé sur l'analyse, si c'est fondé sur la réflexion, c'est stable. Si c'est fondé sur l'émotion, tout d'un coup, on a une grande dévotion pour le Bouddha, mais 3 minutes plus tard, il va se passer quelque chose, on mettra tout à la poubelle. Ça reste émotionnel et ça sert à rien. Hein. Juste à déclencher une belle petite émotion pendant quelques secondes, mais bon, c'est tout. Des émotions, on peut en avoir plein. Donc c'est pas ça qui va nous amener vraiment à la foi, mais plutôt le raisonnement. Donc la tradition bouddhiste, dans la tradition bouddhiste, des tas de penseurs, justement, entre eux, ont analysé ça. Et ça, c'est il y a toute une littérature bouddhiste là-dessus sur l'analyse du raisonnement juste. Hein. Ça fait vraiment partie de l'étude du bouddhisme aussi. Analyser si un raisonnement est juste ou s'il est faux. C'est très intéressant. Nous, on pense que tous nos raisonnements sont justes, parce que ce sont nos raisonnements. Hein. Donc c'est juste, forcément. Les autres, non. Mais nous, oui. Ça, c'est déjà une erreur. Hein. Donc il y a des textes, il y a des raisonnements, des textes qui analysent, qui nous permettent d'analyser pour voir si nos raisonnements sont justes ou faux. Il y a notamment un texte écrit par un logicien qui s'appelle Dharmakirti au 8e siècle, qui a écrit un merveilleux traité qui s'appelle la Pramanavartika, le compendium, l'abrégé, le traité, le compendium de connaissances valides. Est-ce que notre connaissance valide, connaissance juste, connaissance valide, pramana, en sanskrit on appelle ça la pramana, c'est la cognition, ou la connaissance, si vous voulez, valide, juste. On pourrait, de manière plus moderne, on pourrait dire quels sont les critères d'une connaissance juste. Très intéressant comme sujet. Hein. On fait, c'est ce que tous les geishés étudient pendant 20 ans dans leur monastère. Donc, nous, on n'étudie pas ça en classe. Malheureusement, on apprend des tas de choses. La date du sacre de Napoléon en 1800. Hein. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Hein. Mais si on pouvait apprendre ça, ça serait vraiment fondamental. Justement. Comment penser juste, comment raisonner de façon juste et précise.
Je reçois du courrier. Donc, la tradition bouddhiste va s'appuyer sur des raisonnements justes qui ont été fondés écrits par des logiciens bouddhistes comme Dharmakirti, Dignaga, tout ça, qui ont... Problème, c'est que ces textes sont d'un accès extrêmement difficile. Très difficile. Personnellement, je ne les ai pas étudiés à fond, je les ai un peu parcourus, je n'en ai pas une connaissance très très grande, j'ai regardé un petit peu. Dans le cadre du PEBA avec Geshe Loden, on va les étudier un peu plus précisément. Ça prend beaucoup d'années. Hein. Eux, les Geshe, ils les étudient à fond. C'est pour ça que Geshe, ça veut dire docteur en philosophie. Et non seulement ils les étudient, mais ils débattent là-dessus pour voir s'ils n'ont pas de failles dans leur raisonnement. Quand vous les voyez débattre entre eux, c'est parce qu'ils arrêtent. Ils mettent vraiment le doigt sur la faille de l'autre, celui qui est assis ou celui qui est debout. Et ils se renvoient comme une joute orale hein, pour vraiment débusquer toutes les erreurs de raisonnement. Ça demande un entraînement extrêmement, extrêmement soutenu. Donc, malheureusement, nous, aujourd'hui, dans la découverte du bouddhisme, on n'a pas l'équipement, on n'a pas les ressources pour s'appuyer sur ces textes, sur ces raisonnements. C'est bien dommage, hein, si on était... Mais non, ça viendra peut-être dans la prochaine vie, hein, si on peut. Mais on peut quand même étudier, on peut s'y intéresser. Donc, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer alors? Si on ne peut pas s'appuyer sur les textes parce que ne sont pas à notre portée, on ne lit pas suffisamment le tibétain, on n'est pas assez... on peut s'appuyer encore sur notre propre esprit. Il faut toujours en revenir à l'esprit. Ça va être ça qui va nous permettre peut-être d'approcher un petit peu ce caractère, même si notre esprit est limité, même s'il est soumis à l'erreur, on peut essayer quand même de comprendre comment il fonctionne. Et donc là, dans le bouddhisme, il y a deux méthodes. Il y a le raisonnement analytique, qui est basé sur l'intellect. Il ne faut pas renier, il ne faut pas cracher sur l'intellect. On en a besoin. C'est un de nos outils fondamentaux. Et on a besoin de la méditation. Donc ces deux choses, le raisonnement analytique et la méditation, l'un basé sur l'intellect, l'autre plus sur la contemplation ou la concentration, vont nous aider à essayer d'y voir plus clair. Hein. Donc on peut faire ça. On peut s'appuyer sur les raisonnements et sur la méditation. Donc tout à l'heure, pendant la méditation, on a essayé de voir que la nature, on a vu que la nature, on a essayé de comprendre, hein, et ça c'est ce que disent tous les textes bouddhistes, il n'y a aucune contradiction là-dessus, que notre esprit, par nature, est clair et lumineux. Hein. Il a cette luminosité qui fait partie de sa nature. Okay, et que sa fonction de l'esprit, c'est de connaître les choses, hein, de connaître les expériences, de connaître grâce aux perceptions. Hein. Perceptions sensorielles, tous nos sens fonctionnent et grâce à nos sens, nous pouvons connaître, savoir qui est là, qui n'est pas là, enfin, je veux dire, sentir, voir, toucher, etc. Et donc, on peut connaître de manière directe les choses en les percevant, ou on peut les connaître de manière indirecte grâce à, par exemple, de manière conceptuelle, par exemple. Donc, il peut y avoir toutes les conceptions ne sont pas fausses. C'est pas parce que c'est conceptuel que c'est faux. Au niveau relatif, en tout cas. On peut avoir des conceptions tout à fait justes. Donc, et c'est en ça que la connaissance va être un sujet extrêmement intéressant donc pour l'analyse, pour analyser l'esprit. Donc, actuellement, on est tous d'accord que notre connaissance, elle est imparfaite. Elle est imparfaite parce qu'on ne connaît pas tout. Notre esprit n'est pas omniscient. Les textes disent que seul l'esprit d'un Bouddha est omniscient. Ça veut dire quoi, omniscient? Ça veut dire qu'il perçoit tous les objets de connaissance. Hein? Il les perçoit directement, pas indirectement. Nous, conceptuellement, ça veut dire indirectement. Quand on perçoit les choses conceptuellement, on fait des déductions comme ça. Elle n'est pas là aujourd'hui, donc elle est peut-être chez elle. C'est peut-être qu'elle n'est pas du tout chez elle. Les déductions peuvent être complètement erronées. Il y a des conceptions beaucoup plus justes. On voit de la fumée, on se dit, il y a un feu. Ça sera absolument une déduction qui sera juste. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Hein. Il y a des conceptions qui sont justes, parfois elles sont... Donc notre connaissance, elle est imparfaite. Et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une connaissance parfaite? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une connaissance? Ça veut dire c'est l'ignorance, ok, d'accord. Mais surtout, en fait, dans notre esprit, c'est la présence de pensées, des pensées perturbatrices, hein, qui s'élèvent dans notre esprit. Toutes sortes de pensées. Et parce que ces pensées ne sont pas canalisées. Si ce n'est pas dans une méditation, ces pensées, elles s'élèvent, là, on pense ceci, on pense à cela, Il y a énormément d'agitation dans notre esprit. Énormément. C'est l'autoroute. Hein. Et donc, toutes ces pensées qui circulent nous empêchent d'avoir une perception directe de notre esprit. On peut en avoir, par exemple, pendant la méditation. Quand on médite, par exemple, on médite sur la respiration, tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a moins de pensées. Les pensées, il y en a beaucoup au contraire, qui circulent, mais au bout d'un certain temps, elles commencent à s'apaiser. Ça se décante, autrement dit. Hein. La poussière, tout ça, ils vont au fond, et ça devient clair. Hein. L'esprit devient... On voit apparaître la clarté de l'esprit, la clarté fondamentale de l'esprit. Donc il y a des méditations qui servent à ça, hein, à laisser juste décanter les pensées pour se concentrer sur la clarté intrinsèque, inhérente à l'esprit. Preuve que l'esprit est clair, qu'il est clair et lumineux. Si ce n'était pas sa nature, on aurait beau rester en méditation pendant des heures et des heures sans avoir de pensée, il n'y aurait aucune clarté qui apparaîtrait, ça serait toujours brouillé. Or, la pratique de la méditation et de la concentration montre bien que ce n'est pas ça qui se passe. Qu'une fois que les pensées se déposent, quelque part au fond de notre esprit, elles laissent place à une grande clarté. Et ça, tous les yogis, tous les grands méditants en ont fait l'expérience, pas besoin de le lire, Dharmakirti pour ça. Donc c'est imaginez, par exemple, simplement imaginez que dans votre esprit, tout d'un coup, il n'y ait plus de pensées perturbatrices. On peut imaginer ça. Comment ça serait, hein? Incroyable. À ce moment-là, on pourrait voir les choses, on pourrait voir les phénomènes, comment ils existent véritablement. Hein. Et parce que tant que, si on regarde bien, nos pensées ont extrêmement de force. Mais elles ont beaucoup de force parce qu'on leur donne de la force, souvent. Hein. À une pensée négative, comme on disait tout à l'heure, si on la cultive, si on la malaxe dans tous les sens, elle va prendre beaucoup de force. Bon, c'est exactement ce qui se passe dans les réflexions analytiques, où on donne de la force aux pensées. Mais si on leur donne, si on arrête, si on les désamorce en quelque chose, si on évite de leur donner de la force, à ce moment-là, elles vont s'affaiblir de plus en plus et elles vont s'apaiser. Et à ce moment-là, ce filtre constitué par les pensées disparaît. Disparaît complètement. Et on peut avoir à ce moment-là une perception directe, une connaissance sans voile, une connaissance directe, ce qu'on appelle la perception directe. Alors on dit dans les textes, si on a une perception directe de la vacuité, on devient, j'ai déjà employé ce mot-là, un arya, hein, un arya. Un arya, c'est quelqu'un qui a une perception directe de la vacuité, qui a une connaissance directe de la vacuité. Okay. Tant qu'on n'a pas une perception directe de la vacuité, on n'est pas un arya. Ça ne veut pas dire, mais on peut approcher la vacuité par des raisonnements analytiques qui sont justes, hein, et qui vont petit à petit nous approcher. Ça aussi, c'est possible. Mais vraiment, la perception directe, la perception qui est vraiment libératrice, hein, c'est la perception directe. Tant que vous avez des perceptions conceptuelles, elles restent encore, elles sont de plus en plus subtiles, certes, de moins en moins grossières, de plus en plus subtiles, mais elles ne sont pas libératrices. Petit à petit, elles vous amènent à la libération, mais la véritable libération, c'est justement quand on a cette connaissance directe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ce potentiel, encore comme dit Lama Yeshe, ce potentiel de sagesse qui est dans notre esprit, qu'il est possible de développer quand on ne suit pas les pensées perturbatrices. Dès qu'on suit les pensées perturbatrices, l'attachement, la jalousie, la haine, la colère, etc., ça nous amène à de plus en plus de confusion, de plus en plus de colère, de plus en plus de névrose, etc. Moins on suit les pensées
perturbatrices, plus on arrive à cette clarté fondamentale de l'esprit. Donc ce potentiel de sagesse va se développer à partir du moment où on ne suit pas les pensées perturbatrices. Ça ne veut pas dire qu'il faille rester dans un état sans pensée, c'est impossible. C'est complètement impossible. C'est pas ça qu'il faut chercher. Parce que rester dans un état sans pensée, peut-être, je ne sais pas, il y a des animaux qui arrivent, mais ils ne sont pas libérés pour autant. Donc c'est pas ça qu'il faut rechercher. C'est-à-dire, c'est peut-être à travers voir cette clarté, même qui est la base peut-être fondamentale de toutes les pensées. Donc, cette sagesse, ce potentiel de sagesse est en nous. Et il faut bien se dire qu'aucun Bouddha, aussi fort soit-il, ne peut nous transférer sa sagesse. N'a pas la capacité de nous transférer sa sagesse. Donc, la seule manière dont on va pouvoir développer la sagesse, justement, c'est en appliquant les méthodes qu'a enseigné le Bouddha, par la méditation, par la réflexion. Mais aucun Bouddha ne peut agir. Donc, il ne faut pas prendre refuge dans un Bouddha extérieur qui tout d'un coup, nous donnerait accès, comme ça, par miracle, miraculeusement, à sa capacité d'analyse. Un Bouddha voit les choses directement, et tant mieux pour lui. Okay, nous, on ne les voit pas directement, mais on a ce potentiel de pouvoir les voir directement. Et c'est ce que disent les textes. Les qualités du Bouddha, il ne peut pas les transférer. Mais ces qualités, quelque part, en fait, elles sont déjà là en nous. C'est ce que nous dit le traité de la continuité suprême du grand véhicule. Que toutes ces qualités sont déjà là, sinon on ne pourrait pas les développer. Sinon on ne pourrait jamais devenir Bouddha. On ne pourrait jamais atteindre cet état-là. Ce serait complètement impossible. Donc, s'il n'y avait pas déjà cette sagesse intérieure, on ne pourrait pas acquérir la véritable sagesse d'un Bouddha. Notre sagesse ne pourrait pas se développer. Or, on voit que quand notre esprit est calme, on est beaucoup plus sage aussi. On a beaucoup plus de sagesse. Quand notre esprit est concentré, quand notre esprit, au lieu d'être dispersé, d'être à la merci des pensées qui le font vagabonder de ci, de là, notre esprit devient beaucoup plus focalisé et donc, automatiquement, il y a une sagesse qui apparaît. Donc, en fait, la sagesse du Bouddha, elle est déjà en nous, quelque part. Et ça, c'est pareil pour toutes les qualités du Bouddha. Si on prend une des qualités du Bouddha, hormis la sagesse, c'est quoi ? La compassion, bravo. La compassion d'un Bouddha. Bon, la compassion d'un Bouddha, quelque part aussi, on l'a en nous. Bien sûr, moins développé, mais on l'a. Sinon, on ne pourrait pas on n'aurait pas de compassion vis-à-vis de qui que ce soit. Bon, certes, maintenant, la compassion que l'on a, elle est plutôt tournée vers nos proches, vers nos amis, que vers les étrangers. Ou notre compassion, elle est très, très limitée, elle est très partiale aussi. Ce n'est pas la véritable compassion d'un Bouddha. Ce n'est même pas la véritable définition de la compassion. La compassion doit être complètement, on dit, même sans référence. La véritable compassion d'un Bouddha est sans référence. Il n'a pas de la compassion pour un être démuni. Il n'a pas plus de compassion pour un être démuni que pour un riche, par exemple. Or, nous, désolé, on a plus de compassion quand on voit des gens souffrir devant nous que pour Monsieur Musk, par exemple. Voilà, disons, pour prendre un exemple. Pourtant, au niveau du Dharma, c'est pareil. Les deux sont dans la souffrance, complètement. Il y en a un qui est dans la souffrance de souffrir immédiatement parce qu'il n'a pas de ressources matérielles. Il y en a un qui souffre parce qu'il en a trop. Il ne sait plus quoi en faire. Il se demande comment il va les utiliser. Et bon, c'est ça. C'est toujours une quête d'insatisfaction permanente. Donc, cette compassion, pour nous, elle va se tourner vers les apparences, en fait. Quelqu'un qui nous donne l'apparence de souffrir. Mais au-delà de cette apparence, on ne voit pas la souffrance qui est derrière. Or, un Bouddha, oui. Parce que sa compassion n'est pas référentielle. Il va pas elle n'est pas discriminative, elle n'est pas discriminante.
Il a une perception directe des choses. Et donc, ayant une perception directe des choses, sa compassion peut s'élever naturellement. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Parce que ça veut dire que la compassion et la sagesse, en fait, vont de pair. Et quand on parle du bouddhisme, on parle de sagesse et méthode. Il faut unir la sagesse et la méthode. Waouh, ça nous paraît bien difficile. Soit on a de l'amour pour les gens, soit on a de la sagesse. Comment on fait? Mais en fait, à partir du moment où notre compassion, elle s'appuie sur la sagesse, une sagesse qui perçoit directement les choses, elle est complètement juste. Tant que notre compassion n'est pas basée sur, n'est pas fondée, ne repose pas sur une sagesse qui voit les choses telles qu'elles sont, ben notre compassion, elle est discriminante, elle est partiale, ou elle est partielle, comme on veut. Mais cette compassion de Bouddha, on peut la développer parce qu'on a déjà les prémices, en fait, on a déjà les éléments qui font que la compassion est en nous, même si elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite parce que on l'a pas complètement développée. Mais si on médite sur la compassion, si tous les jours on fait des méditations sur la compassion, vous allez voir qu'au bout d'un an, votre compassion se sera nettement développée. Donc c'est ce qu'on remarque. Pourquoi il y a des gens qui ont il semble que pour nous, il y a des gens qui ont plus de qualité que nous. Si je me compare avec d'autres personnes, je vais voir que cette personne a beaucoup plus de compassion que moi, ou elle est beaucoup plus sage que moi, ou elle a beaucoup plus de, je sais pas, beaucoup plus sympathique, elle a des qualités que je n'ai pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle a des qualités que je n'ai pas? Comment ça se fait qu'elle a plus de compassion que moi? Plus d'amour pour les autres, plus avenante, plus gentille, bienveillante et tout ça. Il faut se poser la question quand même. Je trouve que c'est intéressant. On a tous cette nature de Bouddha, on est tous potentiellement parfaits. Or, elle a plus de compassion que moi. Elle est plus tournée vers les autres, plus de bienveillance. Vous avez la réponse. Le karma. Waouh. Le karma, oui, on va dire ça. Les perturbations mentales. Ah, voilà, il y en a qui naissent comme ça. Ça, c'est vrai? Pourquoi il y en a qui naissent comme ça? À cause du karma de leur vie antérieure, on va dire. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur vie antérieure, ces gens-là, ils ont fait des efforts. Et en faisant des efforts, ils ont développé des qualités. Des qualités qui sont qui se manifestent dans la vie actuelle, qui nous semblent naturelles, qui semblent faire partie de la personne. Elles ne sont pas naturelles. C'est simplement qu'ils ont fait des efforts à un moment donné de leur vie. Peut-être dans cette vie, qui sait, peut-être dans les vies antérieures. Quand je vois Geshe Loden, les efforts qu'il a fait pendant 50 ans, moi je ne les ai pas fait les efforts qu'il a fait à étudier le Dharma, à méditer, à faire des retraites, des longues retraites et tout ça. Je vois les qualités maintenant. Si je compare à lui, c'est comme une flaque d'eau et un océan. Hein. C'est à peu près du même registre. Hein. Mais pourquoi? Ces qualités, ils ne sont pas venus tout seuls. Ce n'est pas le Bouddha qui lui les a envoyées. Hein. C'est qu'il a fait des efforts. Hein. Et pareil pour tous nos maîtres. Nos maîtres qu'on adore, Lama Yeshe, Lama Zopa, Dalai Lama, ils ont développé ces qualités-là hein, dans leur courant de conscience. Elles ne sont pas apparues toutes seules. Hein, donc certains êtres, certaines personnes ont développé des qualités plus que nous. C'est tout. Hein. Et ces qualités, elles sont intrinsèques à leur nature de Bouddha. Seulement, si on ne fait rien, ces qualités ne se développent pas. C'est ça le propre de la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, ça ne veut pas dire qu'on est tous Bouddha. Hein. Ça veut dire qu'on a tous ce potentiel, ces qualités. Seulement, soit elles se développent si on fait quelque chose, soit elles restent à l'état latent. Dommage quand même. Il devrait laisser à l'état latent. Donc le refuge, c'est ça, c'est prendre confiance dans cette nature de Bouddha, dotée de toutes ces qualités. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà Bouddha. Hein. Certains interprètent la nature de Bouddha comme étant on est déjà Bouddha. C'est aller un petit peu loin déjà. On n'a pas développé complètement de qualité, même si elles sont déjà là. Hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette idée de nature de Bouddha.
Donc, notre nature est la même, évidemment, on a tous cette nature de Bouddha, hein, mais les efforts et la familiarisation. Hein. Les efforts, ça vient aussi avec l'accoutumement. Plus on s'accoutume à quelque chose, plus ça se développe. Plus on va se méditer sur le refuge, sur la compassion, sur tout ce qu'on veut, plus ces choses-là vont se développer. C'est ça la grande capacité de notre esprit, qui nous différencie d'autres espèces, par exemple. Hein. C'est d'avoir cette capacité de développer des qualités que n'ont pas peut-être les animaux, certains animaux en tout cas. Hein. C'est ça qui fait la différence. Hein. Et c'est ça qui nous rend aussi profondément humains, quoi, disons. Donc on peut atteindre cette juste pour terminer, c'est évident, mais, juste un tout petit exemple que j'avais noté au cas où j'ai du mal à exprimer, c'est que à la naissance, par exemple, nous ne parlions pas français. Aucun de nous ne parlait français à la naissance. Or, je pense que tout le monde parle français ici. Et donc on est, à force d'accoutumance, on a fait des efforts pour parler. Hein. Même si ça c'est pas devenu... si on nous avait mis dans la nature tout seul avec des animaux, on n'aurait pas parlé français. Je sais qu'il y a des films comme ça où on voit quelqu'un qui naît dans la nature, tout ça, puis sa langue elle se développe spontanément. Moi, j'y crois pas. Hein. Je pense que si vous êtes dans un contexte naturel où il n'y a pas de contact avec l'être humain, la fonction linguistique, le langage, bon, c'est un problème, peut-être ça, on peut en discuter, mais bon, ne va pas se développer. Ne va pas se développer. Vous allez pousser des cris, peut-être, j'en sais rien, mais vous n'allez pas apprendre à dire maman, papa, ou à partir d'un mot en faire un autre, à moins que vous soyez très fort, qui est peut-être karmiquement des... Je ne sais pas, c'est peut-être un sujet intéressant à développer. Donc, voilà, par exemple, au niveau du langage, par exemple, on a tous acquis la capacité de parler français, parce qu'on a fait des efforts. Voilà. Sanka, maintenant, elle parle très bien français, et elle a fait beaucoup d'efforts, et voilà, sinon elle ne pourrait pas être au même niveau que nous. Je plaisante. Je plaisante. Donc ces qualités intrinsèques, si on les développe, eh bien, voilà, elles deviennent de plus en plus développées, justement. Et l'important aussi, c'est la familiarisation. Et je vous rappelle l'étymologie du mot méditation, gom en tibétain, c'est se familiariser, s'accoutumer à quelque chose. Donc plus on s'habitue à des états d'esprit positifs, vertueux et tout ça, plus on les développe. Hein. Plus on s'habitue à la colère, évidemment, plus on la développe. Hein. C'est ça que nous enseigne le Bouddha. Donc, effort et familiarisation font que ces qualités vont se développer. Oui. Camille, tu voulais intervenir? C'est encore d'actualité ou pas? Oui? D'accord. Merci. J'ai la voix cassée. T'as la voix? J'ai la voix cassée. Je peux pas parler très fort. Ouais, vas-y, parle comme tu veux. Si, parce que tout à l'heure, on a dit que pour les perturbations mentales, en fait, c'est plus transformer son esprit que les éliminer. Et là, pour... Non. On parlait des pensées. Hein. Oui. Les perturbations mentales, il faut les éliminer. Mais à la longue. Il faut les réduire et les éliminer. Le but, c'est d'éliminer. Un arhat, c'est quelqu'un qui a éliminé les perturbations mentales. Ça fait partie de la voie, la cessation de la souffrance. C'est quand on a éliminé toutes les perturbations mentales. Voilà. Et là, si on part que plus on va s'accoutumer à des choses positives, etc., plus elles vont se développer. Du coup, pour ce à quoi on est accoutumé qui va être négatif, par exemple, les personnes, je sais pas, la drogue, les choses comme ça. Ouais, même des choses plus faibles. Est-ce que, du coup, on peut pas, le but, c'est pas de transformer par une autre accoutumance, c'est vraiment d'arrêter par quelque chose, je dirais... Je sais pas si... Tu peux changer, tu peux t'habituer à méditer, ça va développer l'accoutumance à la méditation et ça va éliminer une autre accoutumance. Oui, bien Mais sûr. du coup, là, on peut pas, on peut dire que ça élimine ou qu'on transforme. Le principe, c'est d'éliminer ou de transformer. Ou ça va ensemble finalement, petit à petit en transformant.
Éliminer, tu veux dire, quand on a tout transformé, est-ce que ça peut encore apparaître? Voilà, ou est-ce que finalement le but de la transformation va vers l'élimination? Oui, le but va vers l'élimination totale déjà des manifestations grossières, et ensuite des graines qui font apparaître ces manifestations. Ça, c'est plus difficile, parce qu'il y a des empreintes. Même si on élimine les aspects grossiers des perturbations mentales, par exemple, il y a encore des empreintes dans notre esprit. Mais le but, oui, c'est effectivement de les éliminer. Donc, en les transformant, déjà, il y a une réduction, il y a le fait qu'elles apparaissent, mais quand elles apparaissent, on les transforme. Et on s'accoutume à une méthode, finalement, de transformation, hein, au lieu d'élimination. Mais au bout du compte, hein, le mot élimination n'est peut-être pas juste suppression. Hein, je pense que quand on les refoule, hein, ce que la transformation veut dire justement de ne pas refouler les pensées négatives, mais de les transformer, hein, de ne pas faire comme si elles n'existaient pas, de ne pas se voiler la face, mais de les transformer. Mais au bout du compte, lorsque tu seras arrivé... si tu réalises la vacuité, par exemple, tu vas voir que ces perturbations mentales, ces pensées négatives, sont complètement vides d'existence propre. Donc, tu vas les éliminer. Elles vont s'éliminer d'elles-mêmes. Et il n'y aura plus de graines dans l'esprit? Après, il y a encore du travail. Jusqu'à l'éveil, tu dois éliminer des graines. Et l'éveil, c'est quand tu as éliminé toutes les graines des perturbations mentales. C'est vous garder la vigilance, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu peux penser que, voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, tu vis dans un univers où la colère, tu n'as plus de colère, par exemple. Hein, tout va bien, tu t'entoures d'amis, tout va très très bien, tu n'as aucune colère. Hein. Tu dis, oh, formidable, j'ai éliminé la colère. Mais non, c'est parce que tu ne rencontres pas les conditions qui font apparaître la colère. Hein. Si un ami te dit quelque chose de désagréable, tout d'un coup, hop, la colère va apparaître. Tu n'as pas éliminé la colère. Tu as éliminé la manifestation de la colère, temporairement. Voilà. Ça, c'est pas une élimination, c'est pas l'élimination des graines. Merci. Oui, donc c'est un long travail, hein, bien sûr. Oui, il y a d'autres questions par rapport au... Oui. Vas-y, derrière. Je ne comprends pas la métaphore du filtre des pensées. Comment ça marche? Elle crée un voile. Les pensées forment un voile qui empêche de voir directement les choses. Puisque, comment ça fonctionne, ce filtre? C'est parce qu'on leur donne on s'associe aux pensées. On s'identifie aux pensées, puisqu'on est dans l'ignorance. On leur donne une existence réelle aux pensées. Et c'est ça qui crée le voile. C'est un voile cognitif, on pourrait dire. Un voile cognitif. Mais bon, c'est bien que ces pensées n'existent pas, mais quand même, elles apparaissent. Donc, du fait qu'elles apparaissent, elles créent un voile dans notre esprit qui nous perturbe et qui empêche de voir la réalité des choses. Le mot voile, le mot filtre est inadapté. Ça n'a rien à voir avec un voile. Un filtre, c'est quelque chose qui empêche de voir quand même. Si tu mets un filtre sur une lentille, par exemple, ça va déformer un petit peu les choses, tu vois. Pour moi, un filtre... Tu parles du filtre à café ou quoi? Je ne sais pas, je le voyais positif, moi. Le filtre. Alors qu'un voile, ça obscurcit. Oui, mais un filtre aussi quand même, non? Ah ben non. Non. Je sais pas. Pour moi, oui, les deux sont un peu... c'est opacifie, quoi. Non? Il faut le filtre. Hein. S'il n'y a pas de filtre, si tu vois les choses directement, tu les vois sans filtre. Mais j'emploierais pas le mot filtre. Si je mets... Hein? J'emploierais le mot voile. Bon, si tu veux, alors, on va regarder la définition. Merci. Il y a qu'est-ce que c'est un filtre? Quelqu'un a un dico, là? Sur son téléphone? Le filtre, ça filtre les impuretés. Ah oui, ça peut filtrer les impuretés, oui. Ça empêche de passer quand même, non, un filtre. Voilà.
C'est dans ce sens-là que je l'utilisais. Mais ça empêche de passer. Ça empêche la perception directe d'avoir lieu. Non, parce que c'est positif. Si ça empêche les impuretés, c'est positif. Ça dépend ce que ça empêche de passer. Hein. Oh. Si ça empêche de passer le café ou si ça empêche de passer les pensées positives. Oui. Alors, donnez le micro à Camille, elle va nous... Attends, elle donne la définition de filtre. La définition de filtre. Appareil servant à débarrasser un fluide de ses impuretés ou un aérosol. J'ai rien compris. Un appareil. Ah. Et donc, pour équilibrer, Match technique, nul. dispositif arrêtant toute ou partie d'un signal acoustique lumineux électrique, et notamment dans la photographie, dispositif qui modifie l'aspect général d'une image. Ça modifie l'aspect général d'une image. Ah, donc là, je pense que c'est le bon mot quand même. Hein. Voilà, ça modifie, oui. Bon, ben c'est intéressant. Hein. J'avais quelque chose à dire. Donc en fait, Sauf si c'est sur les filtres. sauf la transformation de l'esprit, c'est ça, c'est mettre sur les pensées négatives, on va les transformer justement en les. Il y a un changement qui va se produire. Hein. On va mettre un filtre sur les pensées négatives. Moi, la question que je me posais, c'est le fait, effectivement, bon, donc le filtre, le voile, etc., les pensées, nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Directement. Et là, vraiment, je me pose la question, parce que je me dis, c'est quoi les choses telles qu'elles sont ? Puisque moi, j'ai le sentiment que chacun a sa propre perception du monde. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y aurait donc ça, c'est ce qu'on appelle la réalité conventionnelle, que chacun a sa propre perception du monde. Il y a la réalité sociale qui est... Ça, c'est le conventionnel. Chacun a sa propre perception. Il y a sa propre perception. Et du coup, il y aurait une autre réalité qui serait vérité, en fait. Une vraie vérité. Une vraie vérité. Et donc, alors moi, en fait, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Qu'il puisse y avoir une vérité ultime. Voilà, une vérité c'est ultime. Ça. Et j'imagine que c'est dans le bouddhisme. Moi, je connais pas du tout. Hein, je suis totalement novice. Donc, c'est peut-être là où, du coup, ça veut dire quoi ? Voilà, c'est la question. C'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a deux vérités, effectivement, dans le bouddhisme. Il y a une vérité conventionnelle et une vérité ultime. La vérité conventionnelle n'est réelle que pour des êtres ordinaires qui y croient. Hein, et la vérité ultime, elle est seulement accessible pour un Bouddha ou un être qui voit directement la vacuité. Il voit la vérité ultime à ce moment-là. Ouais, voilà, exactement. L'absence d'existence en soi des phénomènes. C'est ça la vacuité. L'absence d'existence en soi du jeu et des phénomènes. Donc c'est ça la vérité ultime. Et la vérité conventionnelle, c'est justement le fait d'attacher aux objets ou au jeu une vérité absolue. Alors qu'ils n'en ont pas. De croire qu'ils existent par eux-mêmes. Bon. Donc voilà, tout ça c'était pour apporter la preuve que l'esprit d'un Bouddha, donc finalement, existe. Okay. Hein? L'esprit étant sans forme, hein, et que dans notre esprit, donc le changement se produit automatiquement si nous agissons dessus. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui se fait. Et donc, notre esprit, il y a une différence entre l'esprit et la matière. Pour notre esprit, c'est quelque chose de complètement indestructible, alors que la matière est quelque chose de périssable. Et donc, nos qualités qui seront développées dans cet esprit vont continuer dans la vie suivante, hein, puisque l'esprit ne s'arrête pas. On ne peut pas détruire un esprit. On ne peut pas le détruire. Ce n'est pas possible. On va détruire la matière, on va détruire le corps, on va détruire tout ce que vous voulez, mais l'esprit, non. Donc, toutes les qualités, donc c'est encourageant, c'est-à-dire toutes les qualités que vous mettez, pour lesquelles vous consacrez des efforts, et bien ces qualités vont vous suivre dans les vies suivantes. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous allez devenir Bouddha. Et c'est ça. Donc toutes les qualités, on va continuer à les développer comme ça jusqu'à l'éveil.
Et on atteindra l'éveil lorsque l'on aura développé toutes ces qualités. Le bouddhisme ne donne pas l'éveil comme ça, tout de suite, immédiatement. Si ceux qui sont venus pour ça, je suis désolé, mais c'est pas ici, c'est pas comme ça que ça marche. Vous ne trouverez pas de méthode qui vous donne l'éveil directement. Ou ceux qui vous en proposent comme ça, méfiez-vous. Ce n'est pas, à mon avis, des refuges parfaits. Question ? Oui, ça s'agite au fond de la salle, je vois là-bas. Ça a l'air de cogiter dur. Oui ? Allez-y, allez-y. Participez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour rigoler. Bon, il nous reste 1 minute avant le repas. Et je ne sais pas, le courant de la phénoménologie du CERL. Du CERL, justement, ouais, c'est la suite de de questionnement, en fait. C'est que, justement, il n'y a pas de réalité. Donc, ça serait classé dans... Il n'y a pas de réalité. Aucune réalité. En fait, il y a des réalités, mais conventionnelles. En fait, que des réalités conventionnelles. Ouais, c'est ça. Il y en a des philosophes qui disent ça, oui. Mais voilà, c'est sûr. Il y en a qui disent ça, oui, effectivement. Qu'il n'y a que des réalités conventionnelles. C'est pas la même démarche que le bouddhisme, quoi. Voilà, c'est tout. C'est une autre démarche. Mais il reste 30 secondes avant le repas. C'est juste la méthode analytique. Hein. Oui. Donc la foi doit venir par le raisonnement et une méthode analytique. Si c'est fondé sur l'émotion, cela n'est pas stable. C'est ce que j'ai écrit. Et pourtant, on a beaucoup d'histoires sur l'illumination. Il me semble que l'illumination existe, c'est-à-dire que c'est une sorte, je ne sais pas si c'est une sorte d'émotion, mais c'est quelque chose où tout à coup il y a un déclic et tout à coup la personne perçoit beaucoup plus loin que ce qu'elle avait pensé jusqu'à présent. Est-ce que c'est dans le bouddhisme? Dans le bouddhisme, c'est pas comme c'est pas ça. On n'y croit pas. Non, c'est pas ce qu'on appelle l'éveil. C'est pas. D'accord. Non. Mais néanmoins, il y a. C'est pas fondé sur des émotions en tout cas. Au-delà du côté, religieux, il peut y avoir aussi des moments où tout à coup, paf, on comprend d'un seul coup quelque chose, alors qu'on n'a pas analysé, ou alors peut-être on s'en rend pas compte qu'on l'a analysé. Mais est-ce que c'est juste après ce que vous comprenez? C'est ça où la connaissance va être intéressante, les Dharmakirti. Il faut analyser si c'est juste ou pas. C'est pas parce que vous avez tout d'un coup un grand flash que c'est forcément juste. C'est ça qu'il va falloir faire après. C'est analyser si c'est juste. Et analyser si ça vaut le coup de reproduire cette expérience ou pas. Si c'est juste, il faut la reproduire. Si c'est faux, il vaut mieux s'en débarrasser. Ça va être à vous après de discerner. Toujours. 15 secondes. Merci Christian pour cette présentation. Si après, comme ça, un flash, c'est pas du tout analysé, c'est perdu. Ouais. Oui, et alors? Non, mais c'est juste pour savoir, est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même en empreinte ou si c'est quelque chose qui peut totalement se perdre? Ça peut totalement se perdre. Parfois, il vaut mieux que ça se perde. Parfois, non. Après, le plus dangereux, c'est de vouloir reproduire ces expériences. Parce que, bon, parfois, c'est une bonne expérience. Bon, on la prend comme ça, puis voilà. Mais de vouloir absolument la reproduire avec un grand attachement, ça ne va pas se reproduire. Au contraire, parce qu'il y aura l'attachement qui va se mettre dessus. On dédie l'énergie positive que l'on a accumulée tous ensemble en essayant de comprendre comment fonctionnait notre esprit et comprendre ce qu'est le refuge, justement pour atteindre un état plus développé de notre esprit. Donc, par rapport à la loi de causalité, donc on se souvient que pour que le résultat ait lieu, il faut qu'on en ait créé la cause. Donc on a créé la cause, on a mis la motivation pour faire ces méditations et cet enseignement. Ensuite, on a créé l'action elle-même, c'est-à-dire écouter l'enseignement ou le donner. Et ensuite, on va se réjouir maintenant donc d'avoir mené ça à son terme.
Et on dédie ces vertus ou cette énergie positive à notre éveil pour le bien de tous les êtres. On peut penser ainsi, donc chaque fois qu'on médite, chaque fois qu'on réfléchit, chaque fois qu'on analyse ces enseignements, donc chaque fois donc on met des causes positives dont le résultat sera forcément positif. Voilà, bon appétit. N'oubliez pas de dédier la nourriture. Maintenant, on a mis des petites... Geshe Loden a demandé qu'on mette des petites fiches sur les tables pour créer encore des actions positives. Vous êtes là pour créer des actions positives, alors. Le plus vous arrivez, on s'en occupe. Donc, pour offrir la nourriture, en pensant à tous les êtres qui ont contribué. Et, voilà, et vous pouvez l'offrir donc au refuge. Merci Christian. Merci à vous. À tout à l'heure, on se revoit à 15h. Hein. Merci Christian. Merci Christian. Merci bien. Au revoir.